Gozaimasu, je suis actuellement devant une ancienne prison au Japon, celle de Kanazawa. Il s'agit d'une prison de l'ère Meiji, mais ce qui est intéressant, c'est que cette prison, c'est le clone d'une prison, celle de Abashiri, tout au nord du Japon. Elle est connue pour ses anciens traitements très difficiles et ses règles démesurément strictes envers les détenus. Alors si depuis l'ère Meiji, les règles ont bien changé, le pays du soleil levant reste tout de même très connu pour son système carcéral extrêmement astreignant, aux limites des violations des droits de l'homme. Non, pardon. Dépassant la limite des droits de l'homme. Ça particulièrement concernant la solitude forcée des punitions carcérales ou tout bonnement sur le rythme de vie imposé et aliénant pour le prisonnier. Mais le souci, c'est que c'est dur de convaincre un pays de changer lorsque tout fonctionne aussi bien. La sécurité ici, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus approuvé, que ça soit dans la vie quotidienne ou encore dans les affaires criminelles. 96% des homicides sont des affaires résolues par la police. Et malheureusement, le responsable, ce n'est pas le formidable travail des policiers. Non, les véritables responsables, ce sont les pressions exercées sur les présumés coupables ainsi que les conditions de détention en garde à vue qui sont bien pires que celles des prisons japonaises. Pas de contact extérieur, pas de mouvement et réveil forcé toutes les 30 minutes. Ce formidable cocktail fait qu'il est plus facile d'expier des fautes que l'on n'a pas commises plutôt que de clamer durement son innocence. Pour les Japonais, la logique est on ne peut plus simple. Si la police vous a arrêté, alors vous êtes un criminel. Et si vous êtes un criminel, alors vous allez en prison. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir les règles immuables dans ce lieu où personne n'a envie de finir. Bienvenue dans l'univers carcéral au Japon. Puisqu'on parle de l'ère Meiji, j'ai réussi récemment dans mon arbre généalogique à remonter jusqu'à un ancêtre qui vivait à l'ère Meiji, mon arrière-arrière-grand-père Nakazawa Tadasuke qui est né le 3 octobre 1850. Et si je le sais, c'est grâce à MyHeritage. C'est un service mondial de recherche d'histoire familiale avec plus de 90 millions d'utilisateurs et 19 milliards de registres historiques. Avec, vous pouvez construire votre arbre généalogique et découvrir l'histoire de votre famille. Ils ont 19 milliards de documents sur la plateforme MyHeritage, donc ils arriveront forcément à trouver des choses que vous-même vous ne savez pas. Il suffit de mettre un minimum d'informations et le reste, MyHeritage s'en charge. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver l'acte de naissance de Louis-Eugène Chiron, mon arrière-arrière-grand-père, né le 31 mai 1867. Et dessus, là, c'est la signature de Louis Chiron, son papa, donc mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Oui, c'est le même prénom et c'est d'eux que je tiens mon prénom Louis, on s'appelle tous Louis. Vous pouvez aussi réparer, coloriser, améliorer et même animer vos anciennes photos de famille. Oui, c'est assez bluffant. Là, ce que vous voyez, ce sont d'autres arrière-arrière-grands-parents à moi, et MyHeritage réussit à l'animer à partir d'une vraie photo grâce à leur outil Deep Nostalgia. De manière plus pragmatique, ça vous permet aussi de retrouver des membres de votre famille plus éloignés. Et qui sait, peut-être était-il originaire d'un pays que vous ne soupçonniez pas. Ou peut-être que c'était carrément une personnalité historique connue. Avec le lien dans la description ou en scannant le QR code qui est juste ici, vous avez 14 jours d'essai gratuit à MyHeritage. Ça vous donne accès à tout un tas de fonctionnalités incroyables et pour ceux qui veulent aller plus loin que les 14 jours et continuer l'abonnement, vous avez une réduction de 50%. Toujours avec le lien dans la description ou avec le QR code. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais clairement, vous n'avez pas eu de chance à votre procès. Qu'est-ce qui a pu vous amener ici? Ne répondez pas. Première règle dans la prison japonaise, c'est que vous n'avez pas le droit de parler. En tout cas, pas sans y être autorisé. Moi? Pourquoi je parle? C'est parce que je suis qu'une voix dans votre tête, voyons. Il existe des cellules composées de 6 à 12 personnes, mais dans la majorité des cas, les prisonniers sont seuls dans leurs cellules. Et effectivement, parler entre les détenus, c'est interdit dans les prisons japonaises. Alors rassurez-vous, la loi du silence n'est pas toujours de mise, en théorie, il existe 3 exceptions. Au moment de l'exercice, au moment du temps libre et au moment de la pause. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est bien différent. Parce que le moment de l'exercice, ça ressemble à ça. Vous parlez, hein, mais vous ne choisissez pas ce que vous dites. Le but, c'est de faire des mouvements en répétant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui veulent littéralement dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en japonais. C'est un classique de l'échauffement à la japonaise et c'est d'ailleurs le même dans les écoles. Et entre les mouvements, vous pouvez éventuellement chuchoter avec vos voisins. Ensuite, le temps libre du prisonnier, c'est entre 18h et 21h. Et bien, là aussi, les prisonniers sont invités à étudier pour se préparer au mieux à la vie extérieure. Donc pas de vraie discussion. Le seul véritable moment, c'est le temps de pause, juste après les 13 minutes de repas chronométrés. Ça dure 40 minutes où les détenus peuvent jouer à des jeux et discuter entre eux. Mais bizarrement, dans les reportages effectués par des compagnies étrangères, là, on a un temps de pause qui est de 40 minutes. En revanche, lorsque le documentaire est tourné par des équipes japonaises, alors là, le temps de pause descend à moins de 10 minutes.
Dans cette prison pour femmes au Japon, le seul vrai moment de discussion possible entre les détenus, c'est 10 minutes entre 2 sessions de travail. Oui, 10 minutes dans toute une journée, c'est extrêmement peu. Tout ce qui est discussion est considéré comme un loisir, et tout ce qui est loisir doit être réduit au minimum dans une prison japonaise. Et si vous êtes étranger, l'interdiction de parler peut même aller plus loin. Car dans les prisons japonaises, il existe une autre règle concernant la parole. Seul le japonais en tant que langue doit être utilisé au sein de la prison. Et si dans la vie quotidienne d'un détenu ce n'est pas un problème, ça peut le devenir une fois au parloir. Si la personne qui vous rend visite ne parle pas japonais ou que vous-même vous ne parlez pas japonais, eh bien dans ce cas, on vous demandera de rester silencieux au parloir. Et techniquement, cette règle existe également dans les prisons françaises, mais c'est assez facile de demander une dérogation. Ce qui, vous vous en doutez, n'est absolument pas le cas au Japon. La seule solution illusoire qui est proposée aux prisonniers nippons, c'est de payer un traducteur. Et si je dis illusoire, c'est parce qu'elle entraîne une quantité absolument folle de documents et d'autorisations à obtenir, qu'en pratique, elle est totalement inutilisable. La phrase de Claude Jasmin en ce qui concerne les prisons japonaises ne peut pas être plus vraie. La pire des prisons, ne pas pouvoir s'exprimer, s'expliquer. Les déplacements au sein de la prison sont toujours supervisés par un garde qui justement marche en arrière pour garder un œil sur le comportement du groupe dont il est responsable. Il doit faire respecter les rangs et faire respecter les règles concernant la marche. Chaque détenu doit lors de la marche tendre les bras et les mains, les balancer, ne pas traîner les pieds et regarder uniquement dans la direction dans laquelle on se déplace. C'est vraiment la base de la base et vous avez intérêt à l'assimiler vite parce que c'est à peine le début de votre première journée. Voici le planning de la journée d'un détenu japonais. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de temps consacré au travail. C'est une obligation, tous les prisonniers japonais doivent travailler pour un total de 7h20 par jour. Pour ce qui est du travail en lui-même, il y en a plein de différents. Menuiserie, couture, maroquinerie, mécanique, travail de bureau, sans compter toute la confection des objets dédiés aux prisonniers. Tous utilisent des outils qui pourraient servir à une évasion ou à blesser autrui. Mais au Japon, l'ordre et les règles sont tellement solides que personne ne cherche à tenter quoi que ce soit. Et pourtant, il y a le plus souvent un seul garde pour surveiller une trentaine, voire une centaine de détenus. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a ici beaucoup d'outils dangereux qui pourraient servir d'armes. Mais ici, c'est la confiance qui prime. Je fais confiance aux prisonniers et eux me font confiance en retour. Pour ceux qui travaillent dans les entrepôts, il est interdit bien sûr de discuter avec son voisin, interdiction de flâner et surtout interdiction de regarder pendant trop longtemps les fenêtres. Ça pourrait vous donner une image de « je veux m'évader ». Et en fait, cette dernière règle concernant la fenêtre, elle s'applique à toute la vie d'un prisonnier, à chaque instant. Vous ne devez jamais regarder pendant trop longtemps l'extérieur. Mais en vérité, ce n'est même pas le plus difficile, parce que certains détenus n'ont pas le droit de sortir de leur cellule pour le travail. Dans le rapport d'Amnesty International de 1998, on nous rapporte un prisonnier, Yoichi Isoe. Au moment de la rédaction du rapport, c'est un prisonnier depuis 1982 et il ne peut pas sortir de sa cellule. Il travaille depuis l'intérieur, il est tenu de s'asseoir dans une position prescrite par le règlement, il n'a pas le droit de s'étirer et encore moins de s'appuyer contre le mur. Décidément, c'est bien différent de la France, et pourtant, en France aussi, les prisonniers travaillent. Même être rémunérés lorsque vous êtes prisonnier. En France, les détenus ont la chance de toucher 45% du SMIC horaire brut. Et si je dis la chance, c'est parce qu'au Japon, on n'est clairement pas logé à la même enseigne. 3 000 yens par mois, l'équivalent de 18 €, et j'ai calculé le taux horaire qui est à 8 centimes de l'heure. Donc à ce stade-là, il ne faut vraiment pas voir ça comme un quelconque revenu, c'est plus symbolique qu'autre chose. Pourtant, le travail effectué par les prisonniers, c'est pas qu'il n'est pas rentable. Le seul exemple que j'ai, ce sont ces boîtes en bois qui sont vendues à 1700 yens, soit quand même plus de la moitié d'un salaire d'un prisonnier, et vu le nombre de boîtes qu'ils produisent, je pense que c'est très rentable cette histoire. En vérité, je pense que ce travail forcé des détenus japonais, c'est plus une manière d'auto-financer le système carcéral. Sans oublier que sur ces 3 000 yens par mois, il y a seulement 20%, soit 600 yens qui sont autorisés à être dépensés pour les biens de première nécessité pour les prisonniers. Le reste va directement sur le compte du détenu qui sera accessible à sa sortie. Alors maintenant la question c'est, est-ce que c'est tous les jours comme ça jusqu'à la libération ? Eh bien la réponse, c'est que les week-ends dans les prisons japonaises, ça n'existe pas. Par contre, les vacances, il y en a. Dans ces moments-là, les temps libres sont augmentés, le travail est suspendu et même la discussion entre détenus devient plus facile. Ah oui, et les passages aux toilettes sont rendus plus libres aussi. Parce qu'en dehors des maigres vacances, aller aux toilettes lorsqu'on est un détenu au Japon, c'est assez spécial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà les règles concernant les toilettes dans les écoles japonaises, c'était quelque chose. Parfois interdit pendant les examens, ou encore chronométré pour ne pas être considéré comme étant absent du cours. Alors fatalement, dans une prison au Japon,
Ça peut pas être mieux. Là bien sûr on est avec le matériel de l'ère Meiji, mais même encore aujourd'hui les toilettes sont apparentes dans les cellules, directement incrustées dans le sol et à la vue de tous les autres co-détenus. Et en dehors des horaires de repas et de pause, il est nécessaire de demander la permission aux gardes. Et ils refuseront tout simplement votre demande. Mais dans un bon jour, on vous donnera un badge qui vous permettra d'y aller. Le but de ce badge c'est de savoir combien de personnes sont aux toilettes en même temps, et de faire en sorte qu'il n'y ait personne aux toilettes en même temps. Car bien entendu là-bas, toute conversation y est proscrite. Pour venir aux toilettes, vous voyez bien qu'il n'y avait littéralement aucune intimité et ça pour le coup ça n'a pas changé et vous avez intérêt à l'utiliser très proprement parce que de toute manière le nettoyage il est géré par vous-même. Et justement en parlant de nettoyage, en France, on déplore un manque d'hygiène dans les prisons. Laissez-moi vous dire qu'au Japon, ce n'est pas du tout le cas. Dès le lever à 6h45, les prisonniers sont tenus de nettoyer l'intégralité de leurs cellules. Chaque action est coordonnée, que ça soit l'éponge, le passage du balai ou de la serpillière. Tout doit être nickel et finalement, ça ressemble beaucoup à ce que les élèves japonais doivent faire dans leur salle de classe. Tiens. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont tous les trois préparés par les détenus. Et ça en fait c'est à tour de rôle, on appelle ça des toban. Et c'est exactement le même système dans les écoles japonaises. Chaque semaine, le responsable de chaque tâche change, que ça soit pour le service des repas ou encore pour les tâches ménagères. Par exemple, cette semaine je suis de corvée de serpillière, la semaine prochaine je suis de corvée de balai, et la semaine encore d'après je n'ai plus de nettoyage, mais par contre c'est moi qui vais faire le service des repas. Et servir de la nourriture aux autres, il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Il faut bien faire attention à ce que les quantités soient égales pour tout le monde. Cette équité est si importante que les portions sont inspectées par les gardes qui rééquilibrent eux-mêmes les quantités si nécessaire. Vous pouvez trouver ça encore une fois exagéré, mais encore une fois, à l'école japonaise, c'était exactement la même histoire. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. S'il y a plus d'une vingtaine d'années, le menu des prisonniers différait en fonction du travail effectué, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La seule chose qui va changer, c'est la quantité de riz, encore une fois en fonction du travail effectué. Plus on juge que le travail est manuel, plus la quantité de riz sera importante. Pour le menu, c'est du riz à tous les repas avec un accompagnement, donc ça peut être du curry, de la viande ou encore du poisson. À côté, on a toujours quelques légumes et c'est toujours très bien équilibré. Selon les dires d'anciens détenus, c'est ni bon ni mauvais et surtout on fait attention à ce qu'il n'y ait aucune calorie excédentaire. Chaque calorie pourrait être considérée comme étant une forme de loisir, donc on n'a pas d'excédent, mais attention, le gaspillage alimentaire est bien sûr aussi interdit. Comme je l'ai déjà dit, il y a entre 13 et 15 minutes pour consommer son repas et de toute manière, tout le monde a envie d'aller assez vite pour avoir sa dose de socialisation du jour. Jamais appelés par leur nom, les prisonniers ont un matricule qu'ils doivent énoncer quand les gardes font l'appel. Pas de nom, ni de prénom, uniquement des numéros. Alors ça peut paraître choquant au début et on peut penser même à une perte d'identité, une perte d'humanité, mais en vérité il y a deux raisons à ça. La première c'est parce qu'il existe une règle pénitentiaire dans laquelle vous n'avez pas le droit de divulguer votre nom, votre prénom et votre adresse. Et c'est pas vraiment pour embêter le détenu mais plus pour le protéger au cas où il y aurait de dangereux criminels à côté de lui. Et la deuxième raison c'est que cette méthode de comptage, eh bien c'est une banale méthode japonaise. Ça s'appelle le Tenko et lorsque j'étais enfant à l'école japonaise, il y avait exactement le même système. On avait chacun un numéro attribué et comme ça on pouvait très rapidement savoir s'il y avait des absents. Et là, vous commencez à vous dire stop, ça commence à faire plusieurs points où je dis que les règles dans une prison japonaise sont les mêmes que dans une école japonaise et c'est là où je voulais vous emmener. Toutes ces règles qui nous semblent si strictes pour nous autres Français, eh bien au Japon ce sont de banales règles de vie en communauté. Pour tout vous dire, il y a même certains anciens lycées japonais qui étaient beaucoup plus sévères que les prisons japonaises d'aujourd'hui. Oui, alors là c'est vraiment hard, on a l'ordre et la discipline qui sont à leur paroxysme. Faire le ménage avec beaucoup d'énergie, ne rien faire en pensant à soi, tout faire en pensant à la communauté. Typiquement un domaine où encore les écoles japonaises sont très intransigeantes, c'est sur les coupes de cheveux. Là vous le voyez dans l'extrait, tout le monde a les cheveux rasés, et bien dans les prisons aussi, c'est cheveux rasés ou très courts obligatoire. Comme ça tout le monde est à la même enseigne et personne ne dénote. Ça c'est vraiment la règle numéro 1 du Japon. Tout le monde doit faire comme tout le monde. Et même si personnellement je n'ai jamais été dans un établissement aussi sévère, d'une manière générale, dans une moindre mesure, la prison japonaise me rappelle un peu les voyages scolaires organisés. On dormait à 8 sur des futons dans la même pièce, on avait le même type de réveil avec le professeur qui criait à travers le couloir, ensuite on devait plier nous-mêmes les futons qui étaient vérifiés par les enseignants. Les déplacements, bon, ils ne se faisaient pas non plus au pas, mais on devait marcher à équidistance de chacun en rang. Pour t'en assurer, tu tends tes bras comme ça vers l'avant, tu vois si tu touches ou pas la personne qui est devant toi, et comme ça tu rééquilibres les rangs. Juste avant
avant d'aller prendre le petit déjeuner, on se comptait en criant nos numéros. Et enfin, l'enseignant décidait de déplacer le groupe vers le réfectoire. Et même quand j'y pense, les temps libres, on n'en avait pas beaucoup et en plus, on n'avait pas le choix vraiment dans les activités. On devait forcément faire les choses qui étaient prévues par l'organisme. Chaque minute de la journée avait été au préalable planifiée par le corps enseignant et ça, même les pauses pipi. Je ne rigole pas. Finalement, on arrive aux loisirs et même les loisirs en permanence, on nous répétait « construis des bons souvenirs » comme si c'était une sorte d'ordre à avoir. Et je me souviens que même quand j'étais petit, en fait, tout ce concept de vacances extrêmement quadrillées et extrêmement organisées, ça m'avait choqué. Donc lorsque je vois ce qu'on exigeait à un enfant de 6 ans, proportionnellement, ça ne m'étonne pas de voir ce qu'on exige à un criminel au Japon. C'est pour ça que les Japonais ils sont pas du tout surpris par ces instructions, que ça soit détenu comme citoyen. Et si vous voulez avoir le fond de l'histoire, pourquoi l'école japonaise et la prison japonaise se ressemblent sur certains points, eh bien c'est parce que les deux prennent racine sur la religion bouddhiste. Et dans l'ancien temps, les temples bouddhistes étaient à la fois utilisés pour l'éducation, donc pour l'école, et également pour les corrections, donc la prison. Ne vous lavez pas la tête ou le corps dans votre cellule à votre guise. Ne lavez pas vos vêtements sans autorisation et bien sûr l'utilisation de l'éventail est proscrite. En cas de forte chaleur, vous pouvez éventuellement demander aux gardes, mais peu de chances qu'ils acceptent. Ne vous allongez pas dans votre chambre quand bon vous semble, évitez de vous appuyer sur le lit ou de vous asseoir dessus. La position assise dans la pièce doit être celle indiquée sur le tableau de votre cellule. C'est soit en Seiza, donc sur les genoux, soit en tailleur, comme moi actuellement. Dans une chambre individuelle, placez-vous face à la table, que ce soit pour le travail, pour les loisirs ou pour les repas. Et enfin, ne dormez pas sur le ventre ou ne cachez pas votre visage. Et ça, même dans votre sommeil. Et pour le coup, je pense que cette dernière règle, c'est vraiment celle-ci la plus difficile. Une position assise ou allongée inconfortable, à la longue, ça vous démolit psychologiquement. Alors comme solution, vous pouvez toujours enfouir vos pensées dans un carnet, mais là encore, il y a des règles. Manipulez votre carnet avec précaution et évitez de le déchirer ou de l'abîmer. Utilisez des gommes ou raturez avec une ligne pour corriger les erreurs. En aucun cas, une page doit être déchirée. Utilisez le cahier dans l'ordre des pages et ne laissez pas de pages blanches. Vous pouvez diviser un cahier en 2 parties et l'utiliser des 2 côtés. Un carnet pour les études ou la formation professionnelle peuvent être divisés en 3 parties ou plus lorsqu'elles sont jugées nécessaires. Bien sûr, il faut obtenir au préalable l'autorisation de l'officier responsable. Et enfin, dernière règle, soumettez vos cahiers à la censure. Sérieusement, je me demande comment les prisonniers japonais ils arrivent à ingérer tout ça. Comment ça se fait qu'au Japon, aux prisonniers, on peut prêter des outils qui pourraient servir comme armes, le tout sans le moindre débordement et sans un nombre de matons aberrant? La réponse, elle se trouve bien sûr dans l'ordre et l'organisation à la japonaise, mais pas que. Elle se trouve également dans la terreur de la punition. Est-ce que vous êtes familier avec la torture de la salle blanche? Le but, c'est de priver l'individu de toute stimulation sensorielle. Même la nourriture est blanche. Et s'il n'y a aucune séquelle physique, dans la tête, c'est une autre histoire. Au Japon, on peut dire qu'ils en utilisent une variante. Il s'agit de la Keiheikin, la salle de punition. Assis, genoux serrés. Pour ceux qui n'acceptent pas le règlement, la punition la plus légère, c'est l'avertissement verbal. Chaque jour, de 7h du matin à 5h du soir, assis dans la même position à fixer un mur blanc ou un mur où il est écrit « Hansei », réflexion. Si on ne suit pas ces directives, on part dans des cellules d'isolation où on se retrouve ce qu'on appelle shobat, donc qui est le système de punition. On l'explique où pendant 6 mois, on va se retrouver à regarder un mur. Pas de courrier, pas de lecture, pas de sport. Tout ce qui peut être considéré comme un loisir est totalement banni. Même les allers-retours aux toilettes sont imposés, vous ne pouvez pas y aller quand vous le souhaitez. C'est vraiment la salle qui fait l'objet de controverses concernant le respect des droits de l'homme dans les prisons japonaises. Et on peut même aller plus loin en parlant de la salle de protection. Normalement, on y enferme les détenus avec des comportements autodestructeurs en attendant qu'ils se calment. Mais pendant de nombreuses années, elle fut détournée pour simplement punir certains détenus. Car en effet, à l'intérieur, tout est matelassé pour ne pas se blesser, mais le détenu est également maintenu dans une camisole de force et il est menotté au niveau des mains et au niveau des pieds. Et il va rester dans cet état-là pour toutes les étapes de la journée, que ça soit pour dormir, pour les toilettes, pour manger. Tout se fait à même le sol et vous l'aurez compris, c'est pire qu'humiliant. Et c'est là où les droits de l'homme ne sont absolument pas respectés au Japon. Le pays ne semble plus pratiquer ce châtiment depuis plusieurs dizaines d'années, mais il n'a jamais vraiment communiqué à quel moment il a arrêté, tout simplement parce qu'il n'a jamais communiqué sur à quel moment il a commencé. Et pourtant, dans les prisons japonaises, il existe une salle encore pire que les précédentes. Ce sont les salles qui résident dans ce qu'on appelle le couloir de la mort.
La peine de mort est toujours en vigueur et appliquée au Japon, et cela ne semble pas être l'objet d'une quelconque réforme dans les années à venir. Tout à l'heure, je vous ai dit que 99% des prisonniers japonais travaillaient, c'est parce que le dernier 1%, il s'agit justement de ces condamnés à mort. Ils n'ont pas le droit ni au travail, ni aux sorties, ni à côtoyer d'autres détenus. Ils sont vraiment traités différemment. Et si je dis que les cellules dans le couloir de la mort sont encore pires que les celles que je vous ai décrites précédemment, c'est parce qu'au Japon, on n'offre pas la possibilité aux condamnés à mort de savoir quand ils vont être exécutés. Ils ne l'apprennent que le matin même. Un garde se place devant leur porte et c'est là où ils savent que leur fatidique est arrivé. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est assez horrible comme système, mais alors pourquoi la date n'est pas définie à l'avance? C'est pour éviter toute tentative d'évasion de l'intérieur comme de l'extérieur. Car même la famille du condamné apprend la mort de leurs proches un jour après l'exécution. Et l'autre raison, c'est que le Japon aime étrangement faire coïncider l'exécution de ces condamnés à mort avec l'apparition d'incidents majeurs qui ont entraîné des blessures ou des morts. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver d'explication, mais il semblerait que ça soit pour des raisons religieuses. Quoi qu'il en soit, pour les résidents du couloir de la mort, le matin, à une certaine heure, tous prêtent particulièrement attention au bruit de pas. Car si les pas s'arrêtent pile devant votre cellule, alors c'est à votre tour. Et ce stress quotidien, il peut durer des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années avant que la sentence arrive. Et sans surprise, il s'agit d'une torture mentale dévastatrice chez les principaux concernés. Mais le Japon n'en a que faire, car après tout, ces personnes qui vivent dans ce couloir ont commis les pires atrocités, et selon la justice, ne méritent même plus la vie. Pour ce qui est de la sentence en elle-même, au Japon, elle est toujours faite par pendaison. Il y a une procédure extrêmement lourde et précise à suivre avec une quinzaine de matons, mais le plus célèbre, c'est la salle aux 3 boutons. 3 agents pénitentiaires appuient simultanément sur 3 boutons. Un seul libère la potence. Ce mécanisme est là pour réduire la détresse mentale ressentie par les agents pénitentiaires. Car avec lui, il devient impossible de savoir qui réellement a déclenché la potence. Et donc qui a réellement tué le condamné. Tout le système carcéral autour des condamnations à la peine capitale semble extrêmement bien huilé. Mais même au Japon, aucun système n'est parfait. Histoire de Iwao Hakamada. Le 12 décembre 1980, Iwao Hakamada est condamné à mort. Il est jugé coupable d'un vol, de 4 meurtres et d'un incendie. Il est alors emmené dans le couloir de la mort. Dans sa cellule, les jours, les semaines, les mois puis les années passent et Iwao attend toujours sa sentence. Son seul passe-temps, c'est d'envoyer des lettres à sa sœur. À travers ces lettres, on constate la santé mentale de Iwao qui s'envole peu à peu. L'attente interminable de sa mort le pousse à croire qu'il est un messager de Dieu, un Dieu même, qui ne peut pas mourir. Car qu'importe le nombre de jours qui passent, le garde ne s'arrête jamais devant sa porte. Le 27 mars 2014, le tribunal accepte de revoir sa décision de justice et suspend sa condamnation. En effet, de sérieux doutes subsistent sur celle-ci et il semblerait bien que pendant tout ce temps, c'est un innocent qui était derrière les barreaux. L'homme est alors libéré, mais à sa sortie, Iwao Hakamada n'est plus. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne parle plus et il passe son temps à rôder dans les rues pour vérifier s'il n'y a pas de voleurs. 47 ans dans ce couloir ont complètement détruit son esprit. Malheureusement pour le Japon, il est hors de question d'admettre qu'une erreur a été commise, surtout pas par le parquet concernant une condamnation à la peine capitale. Alors la justice continue toujours et encore de faire durer le procès, probablement en attendant qu'Iwao Hakamada meurt de vieillesse. Avec toutes ces règles, je me suis demandé si le Japon avait des bons résultats concernant le taux de récidivistes. Et à ma grande surprise, il est extrêmement élevé. 49,1%, ce qui veut dire qu'en moyenne, sur 2 personnes qui sortent de prison, une d'entre elles y retournera. Et si le Japon se justifie en disant qu'il y a très peu de primo-délinquants, ça reste tout de même plus élevé qu'en France. Pour vous donner une idée, en France, on est entre 10,7 et 45%, soit jamais au-dessus du seuil du Japon. Alors si la sécurité si précieuse pour le Japon est obtenue par l'ordre, la discipline ainsi qu'à la fermeté des prisons japonaises, la prison doit surtout rester un lieu de réhabilitation des citoyens pour les préparer au mieux à réintégrer la société. Et en ce sens, la prison japonaise est un échec. Pour finir, je vais me permettre de citer Yves Roumajon qui disait « Tant que les prisons n'auront pas changé, tout homme qui y entre aura une chance de recommencer ». Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas que vous avez 14 jours d'essai gratuit avec mon lien en description. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, vraiment tourner dans ce décor, c'était un pur kiff, c'était aussi un défi, mais franchement c'était très agréable et très sympa à faire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, tchuss.